programme vous est offert par Illico Cash. La première ministre Judith Suminwa est déjà à Bunia en Ituri. Elle est passée par le Nord Kivu avant 2 provinces sous état de siège. La chef du gouvernement est en mission d'évaluation. Et dans l'actualité également, décès ce samedi de l'ancien gouverneur de la province orientale et figure importante de la politique congolaise Meda Aoutsai Asenga. Il avait 82 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa est arrivée à Bunia en Ituri, toujours pour évaluer l'état de siège, comme ça a été le cas à Goma. À Bunia, la chef du gouvernement va écouter toutes les couches de la population. La correspondance de Sarah Mugisa. L'état des sièges en Ituri, plus de 3 ans après, plusieurs personnes jugent important et même primordial de faire l'évaluation de cette mesure exceptionnelle décrétée par le président de la République dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour l'heure, tout porte à croire que les attentes sont nombreuses par rapport à la mission de la première ministre Judith Suminwa qui a foulé ce samedi 23 novembre 2024 les sols de Bunia dans l'avant-midi. Lors de son atterrissage à l'aéroport Morongo de Bunia, Judith Suminwa a mis l'accent sur la requalification de l'état de siège et le mesure d'atténuation de l'administration militaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance signée l'année dernière sur les mesures d'atténuation et de requalification de l'état de siège, de venir faire les points sur la situation, tenant compte de la situation actuelle. S'il faut revoir les choses, a-t-elle déclaré. Dans sa suite, la chef du gouvernement est accompagnée des sénateurs, députés nationaux, membres de la commission des défenses de l'Assemblée nationale, ainsi que quelques membres du gouvernement qui font partie de cette mission officielle. Judith Suminwa a indiqué qu'il sera question de rencontrer le membre de la société civile, les autorités provinciales et les comités provinciaux de sécurité avant de faire une recommandation finale au chef de l'État. Et avant de mettre le cap sur Ituri, la première ministre Judith Suminwa avait à Goma posé la première pierre pour la construction du bâtiment qui abritera les bureaux des coordinations générales et provinciales du projet stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC. Il s'agit d'un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques de base communautaire et améliorer la réintégration socio-économique et la résilience des individus associés aux groupes armés dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Pacho Kamundama. C'est sur cet espace en plein centre-ville de Goma que sera érigé dans 7 mois les bureaux du projet stabilisation et relèvement de l'Est Star Est en province du Nord Kivu. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités avec à la tête la ministre Judith Suminwa, ce qui est salué par la directrice générale du projet Star Est, Brigitte Kapinga Saouda. Ainsi, Excellence, Madame le Premier ministre, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Ces projets que vous allez poser la première pierre en ces jours n'aura une durée que de 7 mois. Et Excellence, comme on dit, l'occasion faisant les larrons, je profite de cette occasion pour vous demander, si votre temps le permettra, de venir après 7 mois couper les rubans de ce grand bâtiment que vous avez l'honneur de pouvoir poser la première pierre ce matin. Ce projet stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC est financé par la Banque mondiale. Je n'ai aucun doute que ce bâtiment servira bien et consciencieusement la Provence, alors que nous sommes prêts à avancer dans la mise en œuvre des activités du Star Est dans les zones ciblées de la Provence. Ces travaux seront exécutés par la société agro-pastorale et des génies civils du Katanga, très expérimentés dans ce domaine, selon son directeur général Innocent Mirindi. C'est un bâtiment qui aura une superficie de 35 mètres sur 10 mètres et demi.
Et la durée d'exécution sera de 7 mois avec un budget de 849 642 $. C'est un bâtiment qui va avoir au total dans les 39 bureaux pour les agents de Star Est. Le temps le plus fort a été la pose de la première pierre par la chef du gouvernement Judith Suminwa, après avoir reçu les explications sur ce qui sera érigé sur ce terrain. Et à l'Assemblée nationale, la plénière a voté à la majorité absolue le budget 2025, ce en dépit de quelques amendements apportés par la Commission économique et financière. Le rapport de l'Ecofin est parvenu à un accroissement de plus de 51 milliards de francs congolais sur l'année 2025. La plénière a donc adopté le rapport de l'Ecofin qui est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions de francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2457 000 milliards de francs congolais, soit 1,15% du PIB national, affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Ceux-ci ont vu de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans leur quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement... Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat. Et ainsi donc, dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. L'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Outre le travail abattu sur la recherche des recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière des recettes, dont notamment réaliser le plancher des recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation des recettes de l'État par la mise en œuvre des réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur des télécommunications, accélérer le processus des marquages moléculaires en vue d'accroître les recettes pétrolières. Après débat enrichissant sur l'examen du projet de loi de finances, exercice 2025, article par article, la représentation nationale a, en respect des prescrits de la loi, voté pour ce dit budget, revu à la hausse. Et le ministre des Infrastructures est visé par une motion de défiance. Ce sujet était au menu d'une réunion extraordinaire du groupe parlementaire 2A-TDC. Ce groupe dit se désolidariser de cette initiative, étant donné que cette motion n'a reçu ni quitus ni approbation de la haute autorité de l'Union sacrée de la Nation. On écoute le député national John Banzalunda, président de ce groupe parlementaire. Le groupe parlementaire 2A-TDC a tenu une réunion extraordinaire ce samedi 23 novembre 2024 à Kinshasa pour examiner la question liée à la motion de défiance initiée par un groupe de collègues contre les ministres d'État, ministres des Infrastructures. Le groupe 2A-TDC a constaté avec soulagement qu'aucun de ses membres n'a apposé sa signature sur la dite motion, cela suite à la discipline interne
et au respect de la philosophie de la famille politique de l'Union sacrée. Étant donné que cette motion n'a reçu ni quitus ni approbation de la haute autorité de l'Union sacrée et du parti principal l'UDPS, le groupe parlementaire 2ATDC se désolidarise de cette initiative et confirme sa volonté d'œuvrer pour la stabilité des institutions et à œuvrer pour la collaboration interinstitutionnelle et pour un travail sans complaisance pour le bien-être de la population congolaise. Le groupe parlementaire 2ATDC fera tout pour que le contrôle parlementaire soit non seulement efficace, mais surtout efficient pour le bien-être de notre peuple. Fait à Kinshasa, le 23 novembre 2024, pour le groupe parlementaire 2ATDC. On va se rendre à la Chambre haute du Parlement à présent. Le Sénat a examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de facilitation de transport sur le corridor Lobito. Les sénateurs ont aussi adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. C'est le ministre du Tourisme, Didier Pamba, qui a représenté son collègue de la Justice en donnant l'économie de ce projet de loi. Face aux élus des élus, le ministre Didier Pambia a rappelé la nécessité de l'état de siège, une mesure exceptionnelle instituée par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis mai 2021 pour venir à bout de l'agression dont la RDC est victime dans sa partie est de la part de son voisin rwandais sous le couvert du M23. Un objectif encore poursuivi jusqu'à ce jour. Sur les 74 sénateurs présents à cette plénière, 69 ont voté oui pour la 86e prorogation de l'état de siège et 5 se sont abstenus. La séance plénière a également été consacrée à l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation de transport en transit du corridor de Lobito traversant la frontière entre l'Angola et la RDC. L'objectif du projet sous examen est d'instituer des facilités juridiques et administratives pour la libre circulation des personnes et des biens dans ce corridor. Ce projet de loi a été envoyé à la Commission Relations Extérieures qui a 48 heures pour en faire un examen approfondi. Et au ministère des Ressources hydrauliques, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité a délivré un certificat de conformité à Virunga Énergie SAU qui va donner désormais du courant électrique à plus de 192 000 personnes et familles dans la ville de Goma. C'est au nom de Sandrine Moubengangalula, directeur général de cet établissement public, que le pôle Est de la RDC procède à la délivrance d'un certificat de conformité du réseau des distributions des Virunga Énergie SAU dans la ville de Goma. Ce document a été remis entre les mains de Ephraim Balolé, directeur général de cette société. Ce réseau de distribution a 213 poteaux moyenne tension de 33 kV, de 17 km et 5600 poteaux basse tension de 230 bars 400 volts. Il alimente plus de 32 000 ménages, soit 192 000 personnes vivant dans la ville de Goma. Les quartiers qu'il alimente sont entre autres Kieshero, Ndosho, Katoy, Kasika, Majengo et Mabanga Nord. En progressant, le Nord Kivu voit la puissance énergétique provinciale augmenter au fur et à mesure que l'ARE certifie les installations des opérateurs. Il s'est de rappeler que depuis l'opérationnalisation, Sandrine Moubenga poursuit sans désemparer le déploiement de celle-ci à travers le territoire national qui a déjà enregistré un siège à Kinshasa, 3 pôles respectivement opérationnels dans les parties centre, est et sud. Et dans un proche avenir, les parties nord et ouest seront également couvertes.
Pour la direction générale de l'ARE, toutes les installations électriques dédiées aux activités de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique en République démocratique du Congo doivent être certifiées conformes aux normes et standards internationaux. Les opérateurs exerçant les dites activités sont tenus au respect de cette exigence qui trouve son fondement dans l'article 29 de la loi 14/011 du 17 juin 2024 relative au secteur de l'électricité. Et puis le comité de gestion de l'IEC Lubumbashi que dirige le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge a effectué une visite d'inspection de tous les chantiers ouverts sur le site de cet établissement d'enseignement supérieur. Cette visite avait un double objectif. D'abord, se rendre compte de l'évolution des travaux et ensuite se rassurer que les autres ouvrages achevés soient prêts à l'utilisation. Reportage de Jean-Marc Nkoulou et Hassani Vinalo. C'est à l'instar de ce laboratoire informatique où près des 300 ordinateurs de la nouvelle génération sont déjà placés et connectés. Cet ouvrage, une première dans l'espace Katanga et à RDC, n'attend que son inauguration pour permettre aux étudiants en sciences informatiques et aux enseignants de se familiariser de plus en plus à l'outil informatique. Selon le directeur général de l'IEC Lubumbashi, le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge, ceci vient aussi faciliter la recherche scientifique, surtout avec le système LMD déjà effectif dans cet alma mater il y a 3 ans. Il faut avouer que lorsque la tutelle signe des instructions académiques, elle d'une part réservée à l'informatique. C'est avec cela que nous avons pu faire ce laboratoire que vous venez de voir là-bas, pour permettre et doter les étudiants des outils quand même importants pour allier la théorie à la pratique. Dans les études, c'est la théorie, mais la pratique va se faire désormais dans ce laboratoire informatique. D'autres bâtisses sont déjà fin prêtes, à l'exemple de ce homme qui répond aux standards modernes, ce bâtiment administratif et nouveaux auditoires qui accueilleront les doctorants, étant donné que l'IEC Lubumbashi a déjà démarré avec le master complémentaire. Cet autre bâtiment administratif accueille déjà une bonne partie du personnel. Parmi les ouvrages dont les travaux sont en cours d'exécution figure entre autres la bibliothèque qui sera équipée en livres récents et ces 3 autres auditoires qui accueilleront les étudiants en master. Ce que vous venez de voir, c'est sur fonds propres. Aucun franc de pouvoir public d'un donateur. Toutes ces réalisations s'ajoutent à celles qui existent déjà, comme ces différents auditoires et amphithéâtres où les cours se dispensent depuis l'ouverture de cette année académique. Ces différents ouvrages sont la preuve éloquente que le vent des modernités et de l'excellence continue à souffler sans désemparer sur ces sites qui étaient jadis une brousse, mais sous l'impulsion du comité Armand Kabange, se métamorphose chaque jour qui passe. Oriental à présent, Barnabé Mouakadi et la fondation Génie Kandé ont assisté les familles et ménages délogés à l'aéroport de Mbuji-Mayi. Cette assistance intervient après d'autres effectuées dans 6 autres provinces. Au Front social, depuis un certain temps, Barnabé Mouakadi et Fojeka ONG accompagnent le président de la République dans sa vision sur l'éducation, les sociales et l'environnement. Après sa descente dans les 6 provinces, la délégation conduite par Génie Kandé est allée à la rescousse des enfants et veuves frappés par les conséquences du déguerpissement aux alentours de l'aéroport de Mbuji-Mayi où s'effectuent les travaux de la modernisation. Dans sa gibecière, comme dans l'accoutumée, des kits scolaires et l'épargne pour les veuves, dont du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence des Génie Kandé sur terrain donne de l'espoir aux élèves de poursuivre les études et les femmes de retrouver tant soit peu les sourires. Génie Kandé, président d'Efojeka ONG, s'est félicité des mesures prises par les présidents de la République dans le sens à remettre les déguerpis dans leurs droits légitimes ainsi que la disposition positive de ces derniers à faire confiance à la haute autorité du pays. Comme vous le savez, je ne pouvais pas venir ici à Mbuji-Mayi sans quelque chose. Grâce à l'engagement de Barnabé Mouakadi de la Fondation chrétienne, nous avons amené les kits scolaires, l'épargne à manger pour les Congolais en souffrance, comme nous l'avons fait ailleurs dans d'autres provinces. Aujourd'hui, nous sommes en Mbuji-Mayi.
La délégation a aussi remercié l'abbé Théo Kaniki pour son rôle d'apaisement qui a permis de baisser la tension et dont le dévouement en faveur de la cause des victimes a été plus qu'à la hauteur, démontrant son amour pour son prochain. Après l'étape d'Mbujimai, la délégation s'est rendue à Bakwa Ntsumpi, Kabeya Kamwanga pour d'autres activités humanitaires dans la droite ligne de l'engagement du DG Barnabé Mwakadi, accompagné par Jenny Kandé pour le bien-être social des Congolais. Et pour terminer, je le disais aussi dans le sommaire, la République démocratique du Congo a perdu une figure politique importante. Il s'agit de Médard Aoutsai Asenga, ancien gouverneur de la province orientale et cofondateur du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le PPRD. Médard Aoutsai est décédé vendredi à l'âge de 82 ans, rapporte sa famille, souvent décrit comme un baobab. Médard Aoutsai était selon plusieurs sources connu pour son franc-parler ainsi que son intégrité. Sa carrière politique a été marquée par un engagement inébranlable envers le développement et le bien-être de ses concitoyens. En tant que gouverneur, il a été un fervent défenseur des valeurs locales et a toujours prôné une politique de proximité. Place au rappel des titres à présent. La première ministre Judith Suminwa est déjà à Bunia en Ituri. Elle est passée par le Nord Kivu avant 2 provinces sous état de siège. La chef du gouvernement est en mission d'évaluation de cette mesure. Et puis, décès depuis vendredi de l'ancien gouverneur de la province orientale et figure importante de la politique congolaise, Médard Aoutsai Asenga. Il avait 82 ans. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. La grande famille Aoutsai Asenga Médard, la province de l'Ituri et l'espace Grande Orientale ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, oncle, grand-père, arrière-grand-père, l'honorable Aoutsai Asenga Médard, décès survenu le vendredi 22 novembre aux cliniques médecins de nuit à Kinshasa de suite d'une maladie. En attendant le programme des funérailles qui sera communiqué ultérieurement, le recueillement est organisé à la résidence familiale sur l'avenue de la Science, numéro 14, quartier Haut Commandement, commune de la Gombe, référence Église Philadelphie. Communiqué tient lieu de faire part pour la famille, le député honoraire Aoutsai Adrico Patrice. Là où il y a la paix sans peine.